Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur ma chaîne, parce que d'habitude j'ai l'habitude en fait de parler de théâtre et de parler des spectacles que je vois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un peu plus envie de parler de féminisme parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai lancé le collectif MeToo Théâtre avec d'autres membres du collectif et parce que je lutte plus spécifiquement contre les violences sexistes et sexuelles, qu'elles soient dans la politique, qu'elles soient dans le théâtre, qu'elles soient dans toutes les sphères aussi, hein, parce que je m'arrête pas au lieu de pouvoir, au lieu artistique et intellectuel. Et au lieu de passer mon temps à tweeter, j'aimerais aussi passer un peu de temps à vous expliquer un peu ce qui m'anime en termes de féminisme, et puis pourquoi pas parler un peu de lutte, parler de tout ce qui peut se passer en termes de droits des femmes. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, ce qui compte pour moi, avant de pouvoir rentrer plus spécifiquement dans des questions plus théoriques sur le féminisme, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est vraiment d'expliquer comment je suis devenue féministe, et surtout pourquoi c'est arrivé aussi tard dans ma vie. Parce que ça fait pas 10 ans que je lutte pour les droits des femmes, parce que ça fait pas 10 ans que je m'intéresse à la question des violences sexistes et sexuelles, voire j'avais peut-être une forme de déni par rapport à ça. Et ça me semble en fait important, avant de pouvoir parler plus en détail de choses techniques, théoriques, d'expliquer où je me situe et d'expliquer surtout mon cheminement. Pour moi, le féminisme n'était pas inné, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune, dans lequel j'ai baigné, pas du tout, ça a pas du tout été comme ça pour moi, voire j'avais une forme de misogynie intégrée, et ça je l'ai compris extrêmement tard. En fait, j'ai eu besoin de la vidéo de ce dont je parle de la misogynie intégrée, et j'ai mis très longtemps avant de comprendre que j'étais aussi là-dedans. Et qu'est-ce que c'est que la misogynie intégrée ? C'est le fait d'être misogyne malgré soi, parce qu'en soi, on est dans une société qui est patriarcale et qui nous apprend en tant que femme à désirer le regard des hommes, à vivre aussi pour être appréciée par les hommes, que ce soit par ce qu'on renvoie corporellement, que ce soit par rapport à nos relations, que ce soit par rapport à notre travail aussi, où on serait plus valorisé par les hommes. Et moi, j'étais totalement là-dedans. C'est-à-dire que toute ma scolarité, je préférais mes professeurs hommes, et quand un professeur homme me donnait une bonne note ou appréciait mon travail, et ça a pu arriver jusqu'à très tardivement à l'université, je me sentais beaucoup plus valorisée, en fait. J'avais l'impression que ça comptait plus. Et puis, ça pouvait être pour d'autres choses, c'est-à-dire que moi, j'étais en études littéraires, et en fait, dès qu'on me parlait d'ouvrages de femmes, pour moi, c'était de la littérature féminine, et ça n'avait pas grand intérêt. C'est-à-dire que je me concentrais sur les classiques masculins, sur la littérature masculine, parce que pour moi, c'était ça, la vraie littérature. Et je pense que j'ai baigné là-dedans pour à peu près tout ce qui existe en termes du domaine artistique, et aussi au niveau politique. C'est-à-dire que pour moi, les hommes avaient un charisme supplémentaire, étaient plus intelligents, ce genre de choses. Et ça, j'y suis revenue au bout d'un moment, quand j'ai compris en fait que c'était la société qui m'inculquait ça, et qui me demandait d'agir comme ça. Et en fait, même dans mon champ relationnel, j'ai toujours eu une forme de compétitivité avec les femmes, quelque chose qui en soi était complètement anti-soror. La sororité, je l'ai compris que très très récemment, je pense vers 2020. Et puis, il y a aussi la volonté de se démarquer des autres femmes, c'est-à-dire, moi je suis pas comme ça, je ne me considère pas comme féministe faisant partie de toutes ces luttes de femmes, je suis différente, pour en fait accéder plus facilement au désir masculin, au regard masculin, à l'intérêt masculin. Et ça, ça m'a suivi extrêmement longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai été en relation avec un homme où j'ai subi des violences conjugales et sexuelles. Et à partir du moment où j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, une femme m'a dit, qui s'appelle Carole Thibault, qui est directrice d'un théâtre, m'a dit que le politique en fait se situait dans le fait de m'avoir frappée, et que le politique se situait
dans l'intimité, et que c'était ça, en fait, les droits des femmes en règle générale, c'est-à-dire l'intime, c'est-à-dire la bataille de l'intime. Il n'y a pas seulement la bataille de la représentation, par exemple de la représentation politique, avoir la première femme présidente, avoir la première femme première ministre. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le champ intime et qui est vraiment très bien analysé par toutes les féministes afro-américaines et les féministes lesbiennes, notamment par rapport à l'hétérosexualité. À ce moment-là, j'ai compris beaucoup plus de choses, notamment par rapport aux violences que j'ai subies, quand j'ai vu le récit d'autres femmes qui me faisaient comprendre que c'était quelque chose de systémique. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était systémique, j'ai perçu en fait la politique là-dedans, et j'ai perçu aussi la force du féminisme. Pour reprendre une définition un peu plus large du féminisme, pour moi, ce n'est pas tant l'égalité femmes-hommes que la lutte pour des droits. Et il y a une différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est être tous et toutes au même niveau. L'équité, c'est d'avoir pour certaines personnes plus de choses, plus de droits, parce que elles sont discriminées dans la société. Et donc, ce qui s'est passé pour moi après, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à tous les mécanismes qui étaient liés aux violences conjugales, de voir justement ce côté systémique et ce côté d'enfermement, où j'ai compris en fait toutes les oppressions qui pouvaient avoir lieu pour les femmes, même si je voyais très bien que quand j'étais en classe préparatoire, c'était pas la même chose d'être une femme qu'être un homme, parce que les hommes étaient beaucoup plus mis en valeur, tandis que nous, les femmes, on n'était pas forcément, et surtout ça se voyait dans le regard hiérarchique. Et en fait, c'est pas mal de petites choses comme ça qui m'ont fait me remettre en question, où je percevais pas forcément la violence en fait de tout ça. J'étais beaucoup plus concernée par la violence de classe à l'époque, donc moi j'étais plus dans le champ du social et pas du tout dans le champ du genre. Et au bout d'un moment, quand on a un trop plein de ces violences, quand on voit à quel point c'est dur en fait pour une femme de faire entendre sa parole au niveau de la police, de la justice, et de voir aussi tous les espèces de stéréotypes qui peuvent être liés aux femmes qui portent plainte, c'est-à-dire l'hystérie, c'est-à-dire le mensonge, toutes ces choses-là. À force de lire tous ces témoignages qui étaient toujours les mêmes, j'ai compris en fait ce que c'était que les stéréotypes de genre. Et pour moi, c'est important de dire que c'est venu très tard dans ma vie, que j'étais pas du tout conscientisée en fait. Même si je voyais bien qu'on attaquait plus les femmes pour leur physique que les hommes, j'ai suivi un peu toute la lutte en fait sur le body positivisme, même si je tends à y revenir aujourd'hui en voyant ses limites. Il y a forcément des points où on est en désaccord, parce que c'est normal aussi d'avoir des idées différentes, et surtout d'avoir des sensibilités différentes au niveau politique. Par exemple, le féminisme gouvernemental, que Françoise Vergès définit comme étant un féminisme pacificateur, c'est-à-dire un féminisme qui est gentil, qui est proche du pouvoir, et puis surtout sur lequel on peut capitaliser pour faire voir une bonne image de marque, pour faire voir une bonne image institutionnelle, parce que c'est bien vu aujourd'hui aussi de lutter pour les droits des femmes, et j'en suis totalement consciente. C'est bien de dire qu'il y a tant de femmes dans les entreprises, mais c'est pas là-dessus en fait qu'on va réussir à avoir simplement le droit de ne pas être violée, de ne pas être violentée, de ne pas être discriminée. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue féministe, c'est par mon approche personnelle et par les violences que j'ai subies. Et j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram de me poser quelques questions par rapport au féminisme, et celle qui est le plus revenue, c'était de me demander dans quelle idéologie je pouvais me trouver par rapport au féminisme. Et j'ai un féminisme qui est plutôt tourné vers l'anticarcéralisme, ce qui peut sembler un peu étrange en fait quand on travaille sur les violences sexistes et sexuelles, parce que généralement ce qu'on demande en tant que militante dans cette cause-là, c'est d'avoir des condamnations qui soient pénales, c'est-à-dire une reconnaissance du statut de victime. Pour moi,
ce n'est pas dans les peines de prison qu'on va réussir à faire changer tous les mécanismes de violence, c'est par l'éducation et par d'autres choses. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus sur l'anticarcéralisme, parce que c'est quelque chose qui me semble complètement intéressant et surtout qui permet de converger avec d'autres choses, c'est-à-dire avec l'antiracisme, avec la question de la justice de classe aussi, de voir tous les mécanismes en fait qui peuvent se faire dans la justice et qui vont mettre le féminisme aussi à un possible endroit d'oppression. N'importe quelle lutte peut aussi servir un projet qui soit de l'ordre de l'oppression. C'est-à-dire qu'un féminisme néolibéral peut totalement être contre-productif pour des femmes qui soient prolétaires, des femmes qui soient racisées, parce que le capitalisme est un outil qui permet d'asservir en fait ces classes-là. Mon féminisme est anticarcéral, mon féminisme est aussi antiraciste, grâce notamment à tous les écrits afro-américains et pas seulement, tous les écrits qui sont faits par des personnes racisées, des femmes racisées notamment, qui ont été complètement précurseurs dans la lutte des droits civiques, mais qui aussi interagit avec la lutte des droits des femmes, enfin qui est dans une vraie intersection. Et donc, mon féminisme est aussi anticapitaliste, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, la notion de travail chez les femmes n'a pas du tout libéré la femme, c'est-à-dire que, d'accord, elles ont pu, parce qu'il y a plusieurs femmes et on n'est pas genre une entité essentialisée, ça n'a pas seulement libéré les femmes, ça les a libérées du lieu de l'intime, mais ça les a surtout mises dans une double pression, qui est celle du travail à fournir au niveau économique, mais aussi du travail reproductif à faire à la maison, donc qui a complètement enfermé les femmes dans le travail. Et en fait, dans les autres questions qu'on m'a posées, on m'a demandé ce que je pensais des TERF, de Dora Muto et de toutes ces personnes qui luttent contre le transactivisme. Moi, ce que je veux dire par rapport à mon féminisme aussi, c'est que évidemment il inclut les personnes trans et que je crois aux études de genre, parce que je pense que c'est nécessaire pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne crois pas du tout à la féminité, je ne crois pas du tout au fait que le corps des femmes est un temple, c'est pas du tout le cas. J'ai un peu peur en fait de toute la spiritualité qu'il y a autour de la lutte pour les droits des femmes et vers le féminisme en règle générale, c'est-à-dire tout le côté sorcière, tout le côté ésotérique qui pour moi est vraiment dépolitisant. Et du coup moi je me retrouve beaucoup plus dans le féminisme de terrain, du féminisme qui soit politique et pas simplement institutionnel, hein. Je parle vraiment de lutte de tous les jours, que ce soit dans l'éducation, que ce soit par rapport à toute la création de contenu généralement gratuit en plus, qui est fait sur les réseaux sociaux par beaucoup de femmes qui essayent de donner des conseils de lutte, qui essayent d'expliquer au maximum de personnes ce qu'est une violence sexuelle. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là aussi que j'ai pu me rendre compte des violences que j'avais subies. Et donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que le féminisme puisse oppresser certaines catégories de personnes, je le crois totalement par rapport à la question des personnes trans. À partir du moment où le féminisme oppresse une catégorie de personnes, et je ne parle pas du tout du féminisme misandre, qui est une forme de radicalité que je peux totalement entendre, je parle véritablement de vouloir enlever des droits à certaines personnes, ce que ne fait pas du tout le féminisme misandre, par exemple. Ce serait plus de la violence légitime qu'une véritable catégorie d'oppression. Et en fait, ça me fait beaucoup penser au fémonationalisme, c'est-à-dire toutes ces féministes, comme par exemple le groupe Némésis, qui va complètement tabler sur des cas d'agression sexuelle et de viol faites par des auteurs de violences sexuelles qui soient racisés, pour aller dans un projet plus global, raciste, proche du Rassemblement national ou de Reconquête, qui est anti-immigration, pro-fermeture des frontières, ce genre de choses que j'exècre totalement et qui, pour moi, est un non-sens absolu. Parce que, évidemment, pour moi, il doit y avoir une convergence des luttes, qui soient antiracistes, féministes, voire anti-policiers aussi.
C'est-à-dire que pour moi, il y a totalement quelque chose à travailler sur les cas de violence policière et les cas de violence sexiste et sexuelle par rapport aux témoignages notamment sur les réseaux sociaux, avec des vidéos qui sont postées, qui sont prises au sérieux par les réseaux sociaux et qui font du bruit grâce aux réseaux sociaux et qui se heurtent malheureusement à chaque fois à des plaintes classées sans suite parce que les institutions sont trop fortes par rapport à ce que nous représentons, nous en tant que victimes femmes, et par rapport aux jeunes hommes qui sont frappés par la police. Il y a aussi une question qui m'a posée, qui m'a fait un peu rire, où on m'a demandé de revenir sur l'histoire du féminisme. Et je ne peux pas le faire. Parce que si je reviens sur l'histoire du féminisme, je vais expliquer l'histoire du féminisme français, qui est un féminisme blanc, occidental, et qui est européocentré. Et ça me dérange un peu. Voire un féminisme aussi qui peut être hétérosexuel parce que je me situe à cet endroit-là. Et je ne peux pas parler de toutes les distinctions qu'il y a dans tous les féminismes, que ce soit le féminisme d'Amérique du Sud, que ce soit le féminisme qui soit plus tourné vers le continent africain, où il y a des luttes qui ne sont pas les mêmes que celles que je peux porter moi. Par exemple, la question de l'excision qu'il y a dans le continent africain, je ne peux pas en parler parce que je n'y connais pas assez, en fait. Et ce qu'il faut voir, c'est que chaque pays a aussi, ou chaque continent, a ses propres spécificités et a ses propres combats. Et donc, la question intersectionnelle est intéressante, mais il faut jamais oublier aussi quels sont les combats des autres. Et donc, pour moi, c'est impossible, en fait, de faire un panel de tout ça, parce que il faudrait, je pense, toute une vie pour capter toutes les différences, toutes les spécificités, et ne pas avoir un regard blanc sur ces questions-là aussi. La question du port du voile, qui n'est pas du tout la même en France qu'en Afghanistan par exemple, parce qu'en Afghanistan les féministes vont se battre pour avoir le droit de l'enlever, tandis qu'en France les militantes musulmanes ou racisées qui se battent vont se battre pour que des femmes musulmanes aient le droit de porter le foulard quand elles veulent. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je parle de spécificité. Et puis dans les autres questions qu'on m'a posées, on m'a demandé en fait quelles étaient mes influences. Et ça, je pense que j'aimerais en faire une vidéo un peu plus générale sur les livres qui ont pu me marquer et qui ont fait en sorte que je conscientise un peu plus, parce que évidemment ça vient pas seulement de ma sphère intime, mais ça vient aussi de ce que j'ai lu, de toutes les théoriciennes que j'ai pu lire. Et par rapport à la question des influences et des féministes fortes, je me méfie un peu parce que en fait les destins individuels qui soient glorieux et qui soient considérés comme forts ne reflètent absolument pas la vie de milliards de femmes. Et on n'a pas besoin d'être une femme dite exceptionnelle pour avoir le droit d'être féministe et pour se battre par rapport aux droits des femmes. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire ce que je lis en ce moment. En ce moment, je lis Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection de Françoise Vergès, qui est assez intéressant et qui parle de pas mal de féminisme blanc qui soit aussi à des endroits d'oppression, ce qui m'intéresse beaucoup pour toujours pouvoir décentrer en fait le propos, où elle parle de féminisme pacificateur, de féminisme civilisateur aussi, ce qui permet de voir les limites au féminisme universaliste, sur lequel je suis absolument pas d'accord, et je suis plutôt tournée vers les thèses intersectionnelles, décoloniales. Donc pour lire sur l'intersectionnalité, pour l'intersectionnalité de Léonore Lepinard et Sarah Mazouz, c'est vraiment bien pour pouvoir comprendre aussi comment le féminisme peut être une grille de lecture analytique, et pas simplement dans les études de genre, mais sur les études sociologiques en règle générale, avec la possibilité de voir plusieurs oppressions, notamment chez les femmes. Par exemple, une femme qui est grosse aura plus de difficultés à trouver un emploi qu'une femme hétérosexuelle fine. Si une femme est racisée et lesbienne, elle aura beaucoup plus de mal à trouver un logement, par exemple. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes à voir
avec l'intersectionnalité. Et dernier livre que je lis en ce moment aussi, La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste d'Irénée, qui en fait revient sur les présupposés que le féminisme d'où seraient simplement des manifestations et ce genre de choses pour pouvoir parler aussi de toutes les femmes qui ont commis des violences pour faire entendre les droits. Et elle parle notamment d'une femme qui a brûlé un violeur, enfin toutes ces choses-là qui sont assez intéressantes, de Jacqueline Sauvage qui avait tué son mari violent, ce genre de choses pour sortir en fait de l'imaginaire de la femme qui soit dans la revendication mais qui soit pacifiste, pour montrer aussi tout l'imaginaire de violence qu'on peut avoir dans le féminisme et qui est vraiment génial. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu mon féminisme, où je me situe par rapport à la question féministe, avant de pouvoir parler plus généralement de questions sans doute tournées vers les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est vraiment ce pourquoi je me bats, mais pourquoi pas faire une vidéo sur mes lectures, une vidéo sur l'anticarcéralisme, une vidéo sur l'intersectionnalité, enfin il y a beaucoup de choses en fait à dire et à analyser, et je pense que ça peut être bien d'en parler aussi sur les réseaux, et que ce soit pas limité à un nombre de caractères sur Twitter, ou à des articles que je peux écrire sur mon blog Mediapart quand je suis énervée par ce qui se passe au niveau politique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.